Et surtout, on n'oublie pas les 2 hippies. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est un truc que j'ai souvent entendu dans les cours de mathématiques. Vous savez, quand on décompose un signal en fréquence d'oscillation, on a souvent quelque part, en maths ou en physique, quelque chose qui traîne, ces fameux 2 hippies qu'il ne faut pas oublier. Ou faudrait-il les oublier? Ceux qui ont suivi des cours avancés de mathématiques ou de physique le savent, le nombre pi, ce nombre le plus célèbre des mathématiques, ce nombre qui a été le sujet de ma première vidéo Science for All, est souvent accompagné d'un facteur 2. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que pi est faux, un fardeau de l'histoire qu'on se trimballe. Sérieusement, pi est faux. Alors bien sûr, pi n'est pas faux, ça reste le rapport de la circonférence du cercle par son diamètre, et ça reste à peu près égal à 3,14. En particulier, tous les théorèmes que l'on a démontrés sur pi restent vrais. Mais la vraie constante des mathématiques, celle qu'il faudrait envoyer à des aliens pour leur montrer qu'on n'est pas complètement débile, celle qu'il faudrait utiliser dans les cours de mathématiques, ce n'est pas pi, mais le double de pi que certains ont commencé à appeler tau. Tout commença en 2001 avec un article de Bob Paley intitulé Pi is wrong, mais pi était un élément de culture si incontournable que même les experts n'étaient pas prêts à le sacrifier. En 2010, Michael Hartle décida de se lancer dans le militantisme mathématique et publia le Tau Manifesto qui encourageait ses partisans à protester contre pi. Il invita les tauistes à donner de la voix notamment le 28 juin, ainsi baptisé le jour de Tau. Un an plus tard, Weihart prit le relais et le jour de pi exposa au grand public les faits qui incriminent pi. Et j'ai été conquis, à tel point que 2 ans plus tard, en 2014, j'ai parié un resto avec un ami que les cours de mathématiques de 2034 utiliseraient tau et non pas pi. Et ouais, je suis un militant mathématique avec un énorme conflit d'intérêts. Pour commencer, parce que 2pi apparaît tel quel dans tant de formules, utiliser tau plutôt que pi permettrait d'économiser beaucoup d'encre. Bon, peut-être pas tant que ça. Mais avec un symbole de moins dans les équations, on diminue le risque de faute d'étourdi. Et surtout, on gagne en élégance. Et l'élégance mathématique, ça je peux vous le garantir, c'est sacré. Mais choisir tau plutôt que pi n'est pas juste une question d'élégance mathématique, c'est surtout une question de progrès pédagogique. Les mathématiciens préfèrent mesurer les angles en radians plutôt qu'en degrés. Un tour complet fait 2 pi radians, et donc pi radian fait un demi-tour. Du coup, quand on mesure des angles comme pi divisé par 2, pi divisé par 3 ou pi divisé par 4, on dit de ces angles qu'ils sont des fractions d'un demi-tour. Et ça c'est troublant, c'est pas naturel et c'est pas facile à comprendre. Pourquoi tout mesurer en demi-tour? Pourquoi ne pas simplement mesurer les angles comme des fractions de tours complets? Ainsi, un angle droit correspond clairement à un quart de tour. Et ça, en termes de tau, c'est tout bêtement dire qu'il s'agit d'un angle de tau divisé par 4 radians. Un tiers de tour, tau divisé par 3 radians. Un demi-tour, tau demi-radian. Facile, non? Mais me demanderiez-vous, pourquoi mesurer les angles en radians? Pourquoi ne pas utiliser les degrés ou des trucs qui ne font pas intervenir tau ou pi? Eh bien la réponse à cela est une histoire de fonction trigonométrique. Le sinus d'un angle correspond à l'ordonnée du point du cercle unité repéré avec cet angle. Ainsi, on voit que le sinus d'un angle nul est égal à 0. Le sinus d'un quart de tour, lui, est égal à 1. Celui d'un demi-tour est 0 et celui de 3/4 de tour est moins 1. Par ailleurs, à l'aide d'un hexagone régulier inscrit, on voit que le sinus d'un 12e de tour est 1/2 et je vous laisse réfléchir et déterminer de vous-même le sinus d'un 8e de tour et celui d'un 6e de tour. C'est bien joli tout ça, mais ça n'explique pas encore l'utilisation des radians. J'y viens. Considérons maintenant un tout petit angle, disons qu'il s'agisse d'un millième de tour complet. Alors la longueur de l'arc de cercle en gras est un millième du périmètre du cercle. Or, le sinus de l'angle est la hauteur de cet arc de cercle, et cet arc de cercle est quasiment un segment vertical. Du coup, le sinus de l'angle est à peu près égal à la longueur de l'arc de cercle, qui est égale à 1 millième du périmètre du cercle. Or, un cercle de rayon 1 a un périmètre égal à tau, donc le sinus d'un millième de tour est à peu près égal à tau divisé par 1000. Et en particulier, si les angles sont en radians, alors le sinus de tau divisé par 1000 va être à peu près égal à tau divisé par 1000. Et plus généralement, on a l'approximation sinus x est à peu près égale à x pour de petites valeurs de x. Ou pour utiliser le langage des développements limités dont j'ai déjà parlé dans cet épisode, l'approximation au premier ordre du sinus d'un angle mesuré en radians est égal à l'angle lui-même. Et ça c'est super joli, mais surtout ça permet de grandement simplifier les calculs.
Mais il y a mieux encore. En utilisant les radians, les mathématiciens ont découvert une formule magique pour calculer le sinus d'un angle de manière exacte. Euler exploita ces formules mystiques pour révéler l'une des plus belles équations de toutes les mathématiques qui consiste à décomposer ce que l'on appelle l'exponentielle complexe en une somme de sinus et cosinus. Selon la légende, lorsque Euler remplaça la variable par la constante pi et mit tout du même côté, il obtint l'équation mystique EIpi plus 1 est égal à 0. Et Euler s'écria alors: mais du coup, Dieu existe? Métaphysique pseudo-scientifique mise à part, je trouve cette équation vraiment jolie. Elle met en jeu les nombres 0, 1, E, I et pi, et les combine de manière limpide avec une addition, une multiplication et une exponentiation. Mais il y a encore beaucoup plus joli. Pour moi, l'équation la plus jolie qui soit, c'est celle que l'on obtient lorsque l'on remplace la variable non pas par pi, mais par tau. On obtient alors l'équation EI tau est égal à 1. Et le message de cette équation est alors beaucoup plus perspicace que celle de l'équation originale d'Euler, puisque EI tau égale à 1 signifie que lorsque l'on a parcouru une distance tau le long du cercle, on revient au point de départ. Autrement dit, cette équation dit que l'exponentiation complexe d'Euler, qui est une généralisation des fonctions trigonométriques, a une période égale à tau. Et ça, c'est vraiment le cœur du message de la formule d'Euler. Alors bien sûr, il y aura toujours des nostalgiques conservateurs pour trouver des raisons selon lesquelles avant c'était mieux, et qui vont par exemple dans ce cas nous dire que dans l'équation originale d'Euler, au moins, il y avait le nombre 0 et une addition. Sottise. Si vous aimez vraiment le 0 et l'addition, eh bien je peux modifier l'équation EI tau est égal à 1 pour ajouter une addition et un 0 en écrivant EI tau est égal à 1 plus 0. Bon, c'est pas super joli, mais bon, vous l'avez votre addition. Bref, je pense qu'il faut et je vous invite à arrêter de traîner les boulets du passé et à embrasser les mathématiques dans toute leur élégance. Et ça veut dire qu'il faut enterrer pi et célébrer tau. Il y a quand même un resto en jeu. J'espère que vous avez aimé cet épisode hors série qui est lié au livre du Café des Sciences. Le livre du Café des Sciences est un livre de vulgarisation auquel de nombreux vulgarisateurs de la toile, de l'internet, ont participé. Du coup, je vous invite vraiment à aller acheter ce livre, mais aussi à aller voir les autres vidéos qui sont associées à ce livre. Donc en voici quelques-unes. Sinon, comme d'habitude, je vous invite à commenter, à liker et à partager cet épisode. Et j'espère que je vous verrai bientôt sur Science for All.